Il est 22 heures à Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée de ce mercredi 1er avril, dont ils sont les principaux lignes. Situation au Yémen, réunion de la cellule de crise à la présidence. Alternance politique réussie avec l'élection de Muhammadu Buhari à la présidence nigériane. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. L'actualité est dominée à Djibouti par les conséquences de la situation au Yémen, autrement dit l'évacuation des ressortissants djiboutiens par le gouvernement, mais aussi l'afflux massif des réfugiés en provenance de ce pays voisin. Pour faire face à cette situation d'exception, le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a mis en place une cellule de crise de haut niveau avec comme priorité d'assurer le rapatriement des ressortissants djiboutiens par tous les moyens. La seconde priorité reste l'ouverture d'un couloir humanitaire ouvert à tous les pays et qui en feront la demande. Tel reste le mot d'ordre du gouvernement qui a mobilisé ou loué tous les moyens maritimes en vue de coordonner, canaliser et juguler le flux de réfugiés qui fuient la guerre qui sévit dans ce pays. Le ministère de l'Intérieur et celui de la Communication, mais aussi celui de la Santé, restent en première ligne pour gérer les conséquences de l'une des plus graves crises humanitaires qui vient de connaître notre voisin Yémen, auquel est consacrée principalement notre édition de ce soir. Et justement, en parlant de cela, l'impact de la guerre au Yémen sur Djibouti et ses conséquences sur le plan humanitaire et social ont été aujourd'hui au centre des discussions d'une importante réunion de la cellule de crise mise sur pied pour suivre ce dossier d'évaluation de la situation. Tous les hauts responsables ont été réunis autour du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh. Dès son retour au pays, suite à sa participation au 26e sommet des pays de la Ligue arabe, qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh en Égypte, et du sommet des chefs d'État des pays membres du COMESA à Addis Abeba, le chef de l'État a tenu à s'informer de toutes les dispositions prises concernant l'accueil des réfugiés et le rapatriement de nos ressortissants bloqués au Yémen. Ces derniers s'apprêtent à embarquer du port de Hodeida pour rejoindre Djibouti par voie maritime. Comme en 1986 et en 1994, Djibouti est redevenu un pays d'accueil des réfugiés expatriés fuyant les combats se déroulant au Yémen. Précédemment, la République de Djibouti avait été aussi une terre d'exil et d'accueil des réfugiés somaliens, éthiopiens et érythréens. Entouré notamment le chef de l'État au cours de cette réunion par le Premier ministre Abdelkader Kabel Mohamed, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'Équipement et des Transports Moussa Ahmed Hassan, le chef d'état-major général de l'armée le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim et son adjoint le général Ali Hassan Kamil, le chef de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairé, le commandant de la garde républicaine le colonel Mohamed Chama, le commandant de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan, le commandant de la marine nationale, Abdulrahman Cher, le commandant des gardes-côtes djiboutiens, Ouass Osman Bokhari. Pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a fait à la presse un compte-rendu du déroulement de cette séance avec le chef de l'État. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, une réunion de crise a été présidée ce matin à la présidence par le chef de l'État. Était présent donc à cette réunion le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major des différents corps de l'armée, de la police, de la gendarmerie et d'autres hauts responsables donc pour pouvoir faire le point sur la crise qui secoue le Yémen aujourd'hui. Vous savez que depuis une dizaine de jours, les bombardements ont commencé de la part de la coalition et des pays qui donc ont pris pour cible beaucoup de sites au Yémen. Ceci donc a provoqué, comme vous pouvez l'imaginer, un exode des populations fuyant les zones de combat et de bombardement. Il faut également signaler que nous avons des Djiboutiens qui vivent au Yémen, des étudiants, des familles, etc. Il y a également des ressortissants étrangers qui vivent dans ce pays. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà à peu près 1266 ressortissants étrangers qui ont fui le Yémen et qui sont arrivés à Djibouti, soit par voie maritime, par voie aérienne. Beaucoup de ces gens-là qui sont arrivés à Djibouti, des Chinois, des Indiens et d'autres nationalités, des Russes,
ont été pour la plupart déjà convoyés par voie aérienne vers leur pays d'origine. Il y a également des populations yéménites qui sont venues pour demander asile, et ceux-là par voie maritime également. Et un certain nombre d'entre eux, une trentaine, ont été déjà pris en charge par l'ONARS. Les Djiboutiens qui vivent donc au Yémen sont évacués en ce moment. Les étudiants et une partie de ressortissants djiboutiens qui sont à Sanaa sont convoyés par bus vers Hodeida et ensuite à partir de Hodeida vers Maha. Et à partir de Maha, nous avons envoyé des bateaux. Nous allons récupérer une 80aine d'étudiants qui descendent de Sanaa, donc vers Maha. Il y a en ce moment à Aden une 40aine d'étudiants, plus quelques familles. Là aussi, nous avons pris contact ou affrété un bateau pétrolier qui va aller donc vers Aden. Et par petits bateaux, ces Djiboutiens seront embarqués. Et cette opération est en train de se dérouler maintenant. D'autres Djiboutiens sont déjà arrivés à travers, par voie maritime, sur d'autres bateaux. Ils sont à peu près une quarantaine, essentiellement des commerçantes, des charcharis, des personnes aussi qui étaient installées là-bas. Et nous sommes en train de travailler aussi avec ceux qui sont arrivés et qui souhaitent s'installer auprès de leur famille. Ils ont des membres ici, des membres de leur famille à Djibouti, donc on va faire les regroupements. Bien entendu, au total, nous estimons la population djiboutienne qui vit au Yémen aux alentours de 2000, entre 1500 et 2000. Donc pour tous ceux qui souhaitent regagner donc leur pays, toutes les dispositions sont prises, aussi bien à Maha, à Aden qu'à Sanaa, pour pouvoir rapidement à Hodeida aussi, et rapidement les évacuer. Et concernant la situation qui prévaut au Yémen, 21 ressortissants djiboutiens et 5 de nationalité éthiopienne sont arrivés en début de soirée à Djibouti par voie maritime. Et c'est par poutre que cette deuxième vague de Djiboutiens fuyant la violence au Yémen ont ainsi regagné la capitale. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le ministre de la Communication, Ali Hassan Bahdon, et d'autres responsables ont été présents au quai de poutre du port de Djibouti pour accueillir leurs concitoyens qui ont pris la mer depuis la région de Bokha du Yémen pour rejoindre le pays. Les 21 ressortissants djiboutiens, dont des commerçants arrivés cet après-midi, ont indiqué que leur rapatriement s'est déroulé dans des bonnes conditions. Ce sont au total 55 djiboutiens qui ont ainsi retrouvé leur pays depuis l'opération de rapatriement que le gouvernement a lancé suite à l'aggravement de la situation au Yémen. Et en raison de la détérioration de la situation dans ce pays voisin, plus de 50 ressortissants indiens évacués d'Aden sont arrivés aujourd'hui à Djibouti à bord d'un navire de la marine de guerre indienne au port de Djibouti. Ils ont été accueillis sur place par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdon. L'ambassadeur d'Inde accrédité à Djibouti, mais résident à Addis Abeba, ainsi que son conseiller militaire. Au total, 220 hommes, 101 femmes et 28 enfants sont arrivés. Le gouvernement djiboutien a pris toutes les dispositions nécessaires visant à évacuer ses propres ressortissants, ainsi les expatriés étrangers travaillant au Yémen, ainsi que le personnel des Nations Unies. Depuis le déclenchement de l'opération militaire arabe au Yémen, quand les rebelles Houthis, Djibouti, qui partagent une frontière maritime avec ce pays, a déjà accueilli plus de 700 déplacés de plusieurs nationalités, dont des Yéménites, des Libanais, des Chinois, Égyptiens, Roumains ou Somaliens. Le gouvernement djiboutien a aussi mis en place un numéro vert pour ses ressortissants bloqués au Yémen en vue d'assurer le retour au pays dans de nombreuses familles vivant au Yémen ou les étudiants. Leur nombre est estimé entre 1500 à 2000 personnes vivant ou résidant dans plusieurs villes du Yémen. Maintenant, nous espérons que le bateau va repartir et nous avons demandé à nos amis indiens, tout le gouvernement djiboutien a demandé le soutien et ils ont bien voulu l'accepter. Donc le bateau repartira normalement pour ramener les Djiboutiens également. Mais avant tout, je voulais d'abord souhaiter la bienvenue à nos amis qui sont dans une situation difficile comme nous. Ils sont également victimes comme nous de cette guerre qui ne fait que de malheureux jusqu'à maintenant, comme toutes les guerres.
Et toujours concernant cette situation au Yémen qui se dégrade de plus en plus, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a expliqué comment ces ressortissants indiens vont être pris en charge à Djibouti jusqu'à leur rapatriement vers leur pays d'origine. Il s'est exprimé en ces termes. Nous venons d'accueillir aujourd'hui au port de Djibouti nos amis hindous qui sont au nombre de 350. Ils viennent tous de Aden. Là, ils sont en train de débarquer. Les ministres d'État de l'Inde s'est déplacé pour eux et il est avec nous. Vous avez également l'ambassadeur de l'Inde à Addis Abeba et vous avez le représentant de l'Inde, M. Kotari, avec moi. Nous avons accueilli le 350 hindous qui vont probablement quitter Djibouti par voie aérienne aujourd'hui même. Il y a déjà 4 avions qui les attendent à l'aéroport de Djibouti. Donc ils sont dans des bonnes mains. Comme d'habitude, la République de Djibouti accueille toutes les personnes qui fuient une situation de guerre. Et nous sommes en alerte. De son côté, le vice-ministre explique que ses concitoyens indiens ont été accueillis chaleureusement à Djibouti et remercie les autorités djiboutiennes. Il a indiqué également que d'autres concitoyens restent toujours au Yémen et le gouvernement indien les fera évacuer dans les plus brefs délais. Et quant aux réfugiés yéménites fuyant cette guerre, une nouvelle vague de réfugiés utilisant des embarcations légères est partie du côté yéménite pour toucher le rivage proche de Djibouti sont arrivés à Obok. À certains endroits, ces rivages ne sont distants que d'une trentaine de kilomètres. Ces réfugiés ont été accueillis par les autorités locales, les responsables de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, le NARS, et ceux du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les réfugiés déplacés sont venus à bord de 5 embarcations des zones côtières yéménites avec de nombreuses familles, dont des enfants. 4 personnes jouissant de la double nationalité djiboutienne et yéménite se trouvaient parmi eux. À leur entrée dans nos eaux territoriales, les 5 embarcations ont été accompagnées par des unités de la Marine nationale et des gardes-côtes. Les réfugiés ont été installés au centre Al-Rahma qui a déjà accueilli la première vague des réfugiés yéménites. Face au risque d'affluence massive des personnes fuyant la guerre au Yémen, le centre Al-Rahma risque cependant d'être vite saturé. Le préfet d'Obok, Hassan Dabelé, a lancé un appel pour mettre en place de nouvelles infrastructures d'accueil pour des réfugiés fuyant la guerre. L'ONARS va accélérer la mise en place des tentes pour accueillir les réfugiés. Une équipe de la chaîne d'information Al Jazeera se trouve déjà à Obok pour suivre l'arrivée des réfugiés et s'informer auprès d'eux des dernières péripéties et développement de la situation sur le terrain. Les réfugiés yéménites qui sont arrivés hier ont indiqué qu'il était difficile de quitter les côtes du Yémen étant donné que les rebelles Houthis réquisitionnent toutes les embarcations. Et pour pouvoir faire face à cet afflux massif et réfugiés en provenance du Yémen, la République de Djibouti a ouvert un couloir humanitaire à tous les pays. En effet, ce couloir humanitaire initié par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a donné ses fruits, puisque grâce à ce couloir humanitaire, le gouvernement hindou et chinois ont pu évacuer leurs ressortissants par voie aérienne. 350 réfugiés hindous et 184 réfugiés chinois ont quitté Djibouti vers leur pays d'origine. Ces réfugiés, majoritairement de femmes et d'enfants, ont pu, sains et saufs, retrouver leur famille. Le gouvernement indien a envoyé 2 avions militaires pour leurs concitoyens. Turkish Airlines et Ethiopia Airlines ont tour à tour évacué leurs ressortissants chinois. La République de Djibouti reste en cours la venue des autres réfugiés du Yémen dans les prochains jours à venir. Le littoral djiboutien a également accueilli plus de 43 ressortissants russes, tous les diplomates et leurs familles qui ont été évacués depuis la capitale de Sanaa et qui sont arrivés à Djibouti à bord d'un frégate de force stationnée dans le golfe d'Aden. Et ils ont été accueillis sur place par leur ambassadeur russe résidant à Djibouti. De plus autres nationalités fuyant le conflit étaient à bord de la frégate. Depuis le déclenchement de l'opération militaire arabe au Yémen contre les rebelles Houthis, Djibouti, qui partage une frontière, donc on le rappelle, maritime avec ce pays, a déjà accueilli plus de milliers de déplacés de plusieurs nationalités, dont des Yéménites, des Libanais, des Chinois en provenance du Yémen.
Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur la situation au Yémen. Elle a eu également, sous la présidence de l'honorable Achad Barguélé, la commission permanente en charge des affaires étrangères élargie à celle compétente en matière de développement social, s'est réunie ce mercredi en vue d'examiner deux textes législatifs, à savoir un projet de loi portant ratification de la Convention de l'UNESCO contre le dopage et un projet de loi portant ratification de l'accord de financement supplémentaire pour le projet de filet de sécurité sociale financé par l'Association internationale de développement. Cette formation élargie des commissions parlementaires s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Bedoul Hassan Bedoul, et de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Kayata. Après un débat instructif et riche sur le premier texte, les commissaires ont donné leur avis favorable quant à l'adoption lors de la prochaine séance publique du cursus conventionnel de l'UNESCO portant sur l'intégration dans l'ordonnancement juridique national des mesures renforcées dans la lutte contre le dopage. Quant à la seconde norme relative au financement supplémentaire des filets de sécurité sociale, les parlementaires et la secrétaire d'État à la solidarité nationale répondent de leur concertation et discussion le jeudi 2 avril 2015. La capitale éthiopienne a abrité depuis 25 et 31 mars dernier la 8e réunion annuelle du comité technique spécialisé dans l'Union africaine sur le finance, la planification économique et l'intégration régionale. En effet, cette rencontre a été suivie de la conférence des ministres des Finances, de la planification et du développement économique, de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Côté djiboutien, le ministre de l'économie et des Finances, Ilyas Moussa Douale, a participé à cette conférence ministérielle dont le thème s'intitulait Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Ayant vu la participation d'une cinquantaine de ministres africains des Finances et de l'économie, cette conférence ministérielle a été inaugurée par le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn en présence du président rwandais Paul Kagame et de la présidente de la Commission africaine et du secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Au cours de cette conférence, l'agenda 2063 pour l'Afrique a été adopté après 2 journées de débats et de discussions intenses. L'agenda 2063 consiste à mettre en place une stratégie à long terme basée sur une dizaine de piliers, dont, entre autres, une prospérité fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, ou encore une Afrique en paix et en sécurité. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a au cours de son intervention salué l'ambition affichée par l'ensemble des leaders africains à travers l'adoption de l'agenda 2063 pour le continent. Il a ensuite présenté un aperçu de la vision Djibouti 2035 engagée dans notre pays sous le leadership du chef de l'État djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Une vision dont les principaux piliers rejoignent aisément ceux de l'agenda 2063 pour l'Afrique. Le ministre du Travail, Abdi Hussein Ahmed, a affirmé aujourd'hui que la tenue d'un quelconque congrès de l'Union générale des travailleurs djiboutiens doit se faire de manière légale et transparente selon les règles édictées par le Bureau international du travail. Avant la tenue de tout congrès d'une centrale syndicale, celui-ci doit être procédé d'élections sectorielles du regroupement professionnel de base. Ces élections devront être supervisées par des observateurs du Bureau international du travail et enfin seul le secrétaire général de l'UGTD et non son intérimaire doit appeler à la tenue du congrès. Selon le ministre, si ces règles ne sont pas respectées, le congrès en question et que compte tenir l'UGTT le 5 avril prochain est déclaré non valable. Le ministre a tenu à faire cette mise au point devant la presse. Et de là, nous allons aux nouvelles du monde. Transition démocratique réussie au Nigeria, où l'opposant Mahamadou Buhari a remporté la présidentielle. Le chef de l'État de l'opposition nigérienne, Mahamadou Buhari, a remporté les présidentielles avec 53,9% des voix. Le président sortant, Goodluck Jonathan, a reconnu sa défaite et a lancé un appel au calme à ses partisans. Son appel exprime un parfait exemple de l'alternance du pouvoir. Aïcha Abdoulaye. L'ancien général Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle au Nigeria face à Goodluck Jonathan, selon les résultats officiels proclamés ce mercredi à l'issue de l'élection la plus serrée de l'histoire de ce pays, le plus peuplé d'Afrique. Nous avons montré au monde entier que nous sommes bel et bien engagés sur la voie de la démocratie. Le monopartisme est derrière nous, a-t-il clamé.
Cette victoire de l'opposition constitue en effet la première alternance démocratique au Nigeria, marquant un tournant majeur dans l'histoire politique agitée de ce pays qui a connu 6 coups d'État militaires depuis son indépendance en 1960. La Commission nationale électorale indépendante a précisé ce matin que Muhammadu Buhari, 72 ans du Congrès progressiste, avait remporté l'élection avec 2,57 millions de voix d'avance sur son rival. Il en a recueilli 53,95% des suffrages exprimés et remporte ainsi 21 des 36 États que compte la fédération nigérienne, notamment l'État de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste de Boko Haram. Goodluck Jonathan, 57 ans du Parti démocratique populaire, a obtenu 44,98% des voix. Dès hier soir, le président sortant a félicité son adversaire Muhammadu Buhari dans un communiqué et a lancé un appel au calme à ses partisans. En retour, Muhammadu Buhari a félicité Goodluck Jonathan d'avoir accepté sa défaite. Le président Jonathan a été un opposant de valeur et je lui tends la main de la camaraderie, a clamé Buhari à la presse et à ses partisans qui l'ont applaudi de manière appuyée. Dans un pays où les dissensions politiques attisent souvent des tensions ethniques et religieuses, entraînant de sanglantes émeutes post-électorales, le vote qui s'est déroulé dans le calme n'a pas donné lieu à des violences majeures. Et en Irak, les djihadistes de l'État islamique sont en train de perdre la ville de Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein. L'armée irakienne a pris le contrôle d'une partie de la ville suite à une vaste offensive des forces irakiennes, des milices chiites et des frappes aériennes américaines. L'annonce de l'entrée des forces irakiennes a été faite par le Premier ministre Haïdar al-Abadi. La coalition internationale affirme toutefois que certains secteurs de Tikrit sont toujours sous contrôle de l'État islamique. Le point avec Hidayah Mohamed. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a assuré hier que la ville de Tikrit avait été reprise aux djihadistes du groupe de l'État islamique par les forces du pays. Un mois après le lancement d'une offensive de grande envergure, le chef du gouvernement a félicité sur son compte Twitter les forces de sécurité irakiennes et le volontaire pour cet état-major. Selon la coalition internationale, cette victoire n'est cependant pas encore totale. L'État islamique contrôlerait toujours des secteurs de Tikrit situés à 160 km au nord de Bagdad. Un travail important reste à faire, a ainsi affirmé Kim Milchison, le porte-parole de la coalition conduite par les États-Unis et réunissant une soixantaine de pays. Les forces irakiennes doivent notamment désamorcer les engins d'explosifs que les combattants de l'État islamique auront laissés derrière eux. Début mars, l'offensive des forces gouvernementales avait été interrompue au bout de 2 semaines en raison de la quantité de ces explosifs avant de reprendre la semaine dernière, après l'annonce de l'appui aérien de la coalition internationale reçue par le Premier ministre irakien. Nucléaire iranien, reprise des négociations malgré l'expiration du délai. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris à Lausanne alors que le délai pour trouver un accord est expiré. Des voix dissonantes se font entendre notamment sur l'état de l'avancée des pourparlers. Les ministres russes et français des Affaires étrangères ont toutefois quitté la table des négociations. Explication. La date butoir du 31 mars qui devait sonner la fin des négociations sur le nucléaire iranien à Lausanne a expiré et l'état de l'avancée des négociations reste très confus ce mercredi. Les chefs de la diplomatie des 5+1 et de l'Iran qui se sont séparés peu après n'avaient visiblement pas la même vision de l'état d'avancée des négociations. Plusieurs délégations, notamment américaines, ont tout de même affirmé hier soir avaient fait suffisamment de progrès pour poursuivre les discussions ce mercredi et tenter de régler les derniers problèmes. Ce compromis, dont on ignore encore la forme qu'il pourrait prendre, constitue une étape fondamentale sur la route d'un accord final avec tous les détails et annexes techniques dont l'échéance a été fixée en 30 juin. L'objectif de l'accord est d'assurer que l'Iran, dont les programmes nucléaires inquiètent la communauté internationale depuis le début des années 2000, ne cherchera pas à se doter à la bombe atomique en échange d'une levée des sanctions qui étranglent son économie. Et voilà, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Nos journaux sont à revoir sur notre site internet www.rtd.dj.